La gifle a volé. Mes lunettes ont explosé sur le parquet, le goût métallique du sang sur ma lèvre. Mon fils a regardé ses chaussures. 37 ans de sacrifices balayés. J'avais 3,5 millions cachés. Je savais comment les détruire. Mais il y avait un détail que même eux ignoraient. La gifle est arrivée si vite que je n'ai pas eu le temps de réagir. Mes lunettes ont volé à travers le salon de réception, s'écrasant contre le parquet ciré pendant que 80 invités observaient dans un silence de mort. Ma joue brûlait, mais la douleur dans ma poitrine était infiniment pire. Juliette venait de me frapper, devant tout le monde, le jour du mariage de mon fils. C'est ce que vous méritez pour être si égoïste, elle a crié assez fort pour que chaque personne entende. Sa robe de mariée Vera Wang à 8 000 brillait sous les lustres pendant qu'elle pointait son doigt manucuré vers mon visage. « Une femme de votre âge n'a pas besoin d'un appartement de 4 pièces dans le 3e. Vous vivez seul, c'est du gaspillage pur. » Étienne, mon fils unique, se tenait à 2 mètres. Il regardait ses chaussures italiennes à 400. Pas un mot, pas un geste pour me défendre. Et c'est là, dans ce moment précis, avec ma joue enflée et 80 paires d'yeux me fixant, que quelque chose s'est brisé en moi. Ou peut-être que quelque chose s'est réveillé, parce que ce que Juliette ne savait pas, ce que personne dans ce salon du Fourvière Hôtel n'imaginait, c'est que j'avais 3,5 millions cachés dans des fonds à l'étranger, et j'étais sur le point de détruire leur vie. Je m'appelle Renée Moreau, j'ai 68 ans. Et ceci est l'histoire de comment une vieille professeure pauvre a écrasé le fils et la belle-fille qui ont essayé de la voler. Mais avant de vous raconter comment je les ai détruits, laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Je suis tellement heureuse que vous soyez là pour écouter mon histoire. Vous savez, quand j'ai décidé de la raconter, je ne savais pas si quelqu'un me croirait. Si vous aussi avez déjà vécu quelque chose de similaire dans votre famille, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de réagir, laissez un like. Pendant que je raconte la suite, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait énormément. Et dites-moi dans les commentaires, d'où m'écoutez-vous? Je veux savoir jusqu'où ces histoires arrivent, Charles. Maintenant, laissez-moi vous raconter en détail ce qui s'est passé quand je suis rentrée chez moi ce soir-là. J'ai ramassé mes lunettes cassées. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli les laisser tomber à nouveau. Une cousine éloignée m'a tendu mon sac à main avec un regard de pitié qui m'a fait plus mal que la gifle elle-même. Personne n'a dit un mot. Personne ne m'a défendu. Dans le taxi qui me ramenait à mon appartement rue Garibaldi, j'ai touché ma joue. Elle pulsait au rythme de mon cœur. Le chauffeur m'observait dans le rétroviseur mais n'a rien demandé. Le silence était aussi lourd que du plomb. Quand je suis entrée chez moi à 23h15, l'appartement sentait la lavande et les vieux livres, l'odeur de 43 ans de vie solitaire. Je me suis regardée dans le miroir de l'entrée. Une femme de 68 ans me fixait. Cheveux gris attachés en chignon serré, robe bleu marine achetée aux Galeries Lafayette en solde, chaussures noires dont les semelles étaient usées, une femme invisible, une femme qu'on pouvait gifler sans conséquence. Je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai ouvert le tiroir où je gardais les photos de famille. Étienne bébé. Étienne a 10 ans. Étienne a sa remise de diplôme d'architecture. Dans chaque photo, je le regardais avec des yeux remplis d'amour. Par 37 ans, j'avais été sa mère. Par 37 ans, j'avais sacrifié mes vacances pour payer ses études. Par 37 ans, j'avais cru qu'il m'aimait. Et il m'avait laissé me faire humilier sans dire un mot. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée à la fenêtre, regardant Lyon s'endormir. Les lumières de la basilique de Fourvière brillaient au loin, comme elles brillaient depuis des siècles, témoins silencieux de tant de drames humains. Et j'ai pensé à Robert. Mon mari est mort il y a 15 ans, en janvier 2010. Cancer du pancréas. 3 mois entre le diagnostic et l'enterrement. Mais avant de mourir, il m'avait fait une confession qui avait changé ma vie. « Renée », il avait murmuré depuis son lit d'hôpital, sa main osseuse serrant la mienne. « J'ai quelque chose à te dire. L'entreprise, elle valait beaucoup plus que je ne l'ai dit. Quand je l'ai vendue en 2005, j'ai reçu 4,2 millions. Pas les 200 000 que j'ai annoncés. » J'étais restée figée.
J'ai tout investi dans des fonds au Luxembourg et en Suisse. Discret, protégé. Je ne voulais pas qu'Étienne le sache. Je voulais qu'il apprenne la valeur du travail. Mais toi, tu mérites cette sécurité. Après ma mort, tout sera à toi. Les documents sont dans le coffre de la Banque Populaire, agence Bellecour. Code 7. Ton année de naissance. Il était mort 2 jours plus tard. Quand j'avais ouvert le coffre, j'avais découvert la vérité. 2 millions investis, qui étaient devenus 3,8 millions avec les intérêts en 2010. Aujourd'hui, en décembre 2024, après 15 ans de gestion prudente, le portefeuille valait 3,5 millions. Personne ne le savait. Pas Étienne, pas ma sœur décédée, pas mes quelques amis du club de lecture. J'avais vécu modestement avec ma pension de professeur, ligne 450 par mois, pendant 15 ans, gardant le secret comme Robert me l'avait demandé. Je voulais observer. Je voulais voir qui Étienne deviendrait sans l'illusion de l'héritage. Et maintenant, je voyais. Les jours suivant le mariage, j'ai commencé à observer avec des yeux nouveaux. Étienne et Juliette sont venus me rendre visite 3 fois cette semaine-là. Chaque fois, Juliette portait quelque chose de nouveau. Un seigne Hermès qui coûtait plus que 6 mois de ma pension, des lunettes de soleil Chanel dont le prix aurait nourri une famille pendant 1 mois, un manteau Max Mara en cachemire qui sentait l'argent qu'il n'avait pas. « Maman », Étienne disait avec ce sourire forcé qui ne touchait jamais ses yeux, « tu devrais peut-être te reposer plus, laisser les papiers importants avec nous. Tu oublies des choses dernièrement. » « Quelles choses ?» j'ai demandé, ma voix aussi calme que l'eau d'un lac avant la tempête. « Tu as laissé le gaz allumé la semaine dernière, » Juliette a répondu rapidement. Trop rapidement. « Étienne a dû revenir pour l'éteindre. Tu aurais pu brûler l'immeuble. » C'était un mensonge. Je n'avais pas cuisiné cette semaine-là. J'avais mangé des salades et du fromage. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête et leur ai servi du thé. Ils ouvraient des tiroirs pendant que j'étais aux toilettes. Ils prenaient des photos de documents avec leur téléphone. Juliette posait des questions sur mon notaire, mon médecin, mes comptes bancaires. Toujours avec ce sourire sucré qui cachait du venin pur. Le dimanche 14 octobre 2024, tout a basculé. J'avais invité Étienne et Juliette pour le déjeuner. J'avais préparé du coq au vin, le plat préféré de mon fils depuis l'enfance. La cocotte mijotée dans la cuisine, remplissant l'appartement d'une odeur de vin rouge, d'oignons caramélisés et de thym. Une odeur qui sentait l'amour maternel. Une odeur qui, dans quelques minutes, aurait le goût de la trahison. À 13h45, j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone portable dans le salon. Je suis retournée le chercher. Mes pantoufles ne faisaient aucun bruit sur le parquet. Et c'est là que je les ai entendus. La voix de Juliette venait du couloir, claire comme du cristal. Le médecin a déjà accepté, mon amour. Avec le rapport de démence, l'interdiction sort vite. Après, on vend l'appartement, on paye les dettes et on est libre. Mon cœur s'est arrêté. « Tu es sûr qu'il va signer ?» La voix d'Étienne. « Mon fils, mon petit garçon. Docteur Arnaud me doit de l'argent. Il signera ce que je veux. Ta mère a 68 ans, elle oublie des trucs, elle laisse le gaz allumé. C'est facile à prouver. » Le notaire Beaumont est déjà au courant. Il dit que ça prendra maximum 3 mois pour la déclarer inapte et te nommer tuteur. Et après? Après, on vend ce trou à rats pour minimum 450 000. On paye les 150 000 de dettes de carte. On rembourse mon père et il nous reste au moins 250 000 pour démarrer ta nouvelle agence. Ta mère finira dans une maison médicalisée à Marseille, loin, où elle ne pourra pas nous emmerder. Le silence qui a suivi était si profond que j'entendais mon propre cœur essayer de sortir de ma poitrine. Et si elle résiste? Étienne a demandé. Ma chair, mon sang. Elle ne résistera pas. Juliette a ri, un son aigu et cruel. C'est une vieille femme faible. Elle a passé sa vie à se sacrifier pour toi. Elle ne comprendra même pas ce qui lui arrive avant qu'on ait tout vendu. Je me suis appuyée contre le mur. Mes jambes ne me soutenaient plus.
La bile est montée dans ma gorge. J'ai cru que j'allais vomir là, sur le tapis persan que ma mère m'avait offert en 1982. Mon fils, l'enfant que j'avais porté, nourri, élevé seul après la mort de Robert, planifiait de me déclarer folle, de me voler, de m'enfermer loin de tout ce que je connaissais. Et Juliette orchestrait tout avec la précision d'un boucher découpant de la viande. J'ai attendu qu'il retourne au salon. J'ai pris une profonde inspiration, puis une autre. Puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai menti. Désolée. J'ai chantonné en entrant dans le salon avec mon téléphone. Je l'avais laissé sur le canapé. À mon âge, on devient tellement distraite. Juliette m'a souri. Ce sourire de publicité pour dentifrice qu'elle réservait au moment où elle voulait quelque chose. Ce n'est rien, belle maman. Ça arrive à tout le monde. Nous avons mangé le coq au vin. Ils ont complimenté ma cuisine. Nous avons parlé de leur voyage prévu à Bali en janvier. Nous avons ri. Et pendant tout ce temps, je les observais comme on observe des serpents dans un terrarium. Dangereux, prêts à frapper, mais contenus pour l'instant. Quand ils sont partis à 16h30, je me suis enfermée dans la salle de bain. J'ai vomi jusqu'à ce que mon estomac soit vide. Puis, j'ai vomi de la bile. Puis, j'ai vomi du vide. J'ai pleuré pendant 2 heures sans m'arrêter. Des sanglots qui venaient du plus profond de mes entrailles. Des larmes pour l'enfant que j'avais élevé. Des larmes pour la mère que j'avais été. Des larmes pour la vieille femme stupide qui avait cru en l'amour filial. Mais quand mes larmes se sont taries à 18h45, quelque chose de nouveau est né dans ma poitrine. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas du désespoir, c'était de la rage, froide, calculée, pure. Mes mains ne tremblaient plus, mon cœur battait lentement, régulièrement. Et vous savez ce qui est le plus effrayant? C'est que j'ai souri. Pour la première fois en 50 ans, j'ai senti ce que ça faisait d'être dangereuse. Le lendemain matin, lundi 15 octobre, à 9 heures précises, j'ai poussé la porte vitrée du cabinet Delorme & Associés, avenue Foch, main moite, cœur battant, mais déterminé comme l'acier. Maître Laurent Delorme avait été mon élève en 1988. Un garçon brillant qui dévorait Balzac et Hugo pendant que ses camarades lisaient des bandes dessinées. Aujourd'hui, à 45 ans, il était l'un des avocats les plus redoutés de Lyon, spécialisé en droit des successions et abus familiaux. Sa secrétaire m'a fait entrer dans un bureau au mur couvert de livres juridiques. Laurent s'est levé immédiatement, me tendant la main avec un sourire chaleureux qui m'a presque fait pleurer. « Madame Moreau, quel plaisir! Qu'est-ce qui vous amène? » Je me suis assise, j'ai ouvert mon sac et j'ai sorti une feuille de papier où j'avais écrit tout ce que j'avais entendu. « Mon fils veut me faire déclarer folle pour voler mon appartement, » j'ai dit, ma voix ne tremblant qu'une seule fois. « Et j'ai besoin de votre aide pour le détruire. » Laurent a lu le document en silence. Son visage s'est durci. Quand il a levé les yeux, il brillait d'une colère froide. « Madame Moreau, » il a dit lentement, « nous allons transformer votre douleur en justice. Mais je dois vous prévenir, ce sera une guerre. Êtes-vous prête? » J'ai pensé à la gifle, à Étienne regardant ses chaussures, à Juliette riant en planifiant mon enfermement. « Je suis prête, » j'ai dit. Et c'est là que tout a vraiment commencé. Laurent Delorme m'a versé un verre d'eau. Mes mains tremblaient encore légèrement en le tenant. Il s'est assis en face de moi. Ses doigts s'est croisés sur le bureau d'acajou massif et m'a regardé avec une intensité qui m'a rappelé pourquoi il gagnait tous ses procès. « Racontez-moi tout depuis le début, » il a dit doucement, « chaque détail, même ceux qui vous semblent insignifiants. » Alors j'ai parlé. Pendant 45 minutes, j'ai déballé tout. Le mariage, la gifle, les visites étranges, les mensonges sur le gaz, la conversation que j'avais surprise. Laurent prenait des notes dans un carnet en cuir noir. De temps en temps, il levait la tête et posait une question précise. « À quelle heure exactement avez-vous entendu cette conversation? Vous avez dit Dr Arnaud, c'est le Dr Marc Arnaud de la clinique Saint-Jean, le notaire Beaumont, Pierre ou François? » « Pierre Beaumont, j'ai confirmé.
Il a un cabinet rue de la République. Étienne l'a mentionné il y a 1 mois en disant que c'était un ami qui pourrait m'aider avec mes papiers. Le stylo de Laurent s'est arrêté net. Il a levé les yeux et j'ai vu quelque chose de dangereux traverser son regard. Pierre Beaumont a été suspendu temporairement il y a 3 ans pour irrégularité dans une succession. Il a récupéré sa licence, mais disons qu'il a une réputation. Si Beaumont est impliqué, ce n'est pas leur premier coup. Mon estomac s'est noué. Vous voulez dire qu'ils ont déjà fait ça à quelqu'un d'autre? Je dis que Pierre Beaumont ne travaille pas par amitié. Il travaille pour de l'argent. Beaucoup d'argent. Laurent s'est penché en avant. Madame Moreau, je dois vous poser une question directe et j'ai besoin d'une réponse honnête. Quelle est votre situation financière réelle? Votre appartement, vos économies, vos comptes? Toutes. C'était le moment où je devais décider si je faisais confiance ou non. J'ai respiré profondément. Laurent, ce que je vais vous dire reste entre nous. Personne d'autre ne le sait. Personne. Secret professionnel absolu, il a promis. Mon mari Robert est décédé en 2010. Avant sa mort, il m'a révélé qu'il avait vendu son entreprise en 2005 pour 4,62 millions, pas les 200 000 qu'il avait annoncés. Il avait tout investi dans des fonds au Luxembourg et en Suisse. Aujourd'hui, après 15 ans, le portefeuille vaut 3,5 millions. Le stylo de Laurent est tombé sur le bureau. Il m'a fixé, bouche légèrement ouverte. 3,5 millions, il a répété lentement. Et votre fils ne le sait pas. Personne ne le sait. J'ai vécu avec ma pension de professeur, 1,450 par mois, pendant 15 ans. Robert voulait qu'Étienne apprenne la valeur du travail. Et moi, je voulais voir qui il deviendrait sans l'illusion de l'héritage. Et maintenant, vous savez, Laurent a murmuré. Maintenant, je sais, j'ai confirmé, ma voix aussi froide que janvier à Lyon. Laurent s'est levé et a commencé à faire les 100 pas, ses chaussures résonnant sur le parquet. D'accord. Voici ce qui se passe. Il pense que vous êtes pauvre, que vous n'avez que l'appartement. Il prévoit de vous déclarer inapte mentalement, de vous nommer Étienne comme tuteur légal, de vendre l'appartement pour 400 coins, de payer leurs dettes et de vous enfermer dans une maison médicalisée à Marseille où vous ne pourrez plus interférer. Chaque mot était un coup de couteau. Mais il s'est retourné avec un sourire qui aurait fait peur à un requin. Ils ne savent pas que vous avez 305 millions. Ils ne savent pas que vous êtes en parfaite santé mentale. Et ils ne savent surtout pas que vous êtes venu me voir. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai demandé. On les laisse se pendre eux-mêmes, Laurent a répondu. Mais d'abord, on a besoin de preuves. Des preuves irréfutables. Vous avez entendu cette conversation, mais c'est votre parole contre la leur. On a besoin de plus. Il s'est rassis et a ouvert un tiroir, sortant une carte de visite. Je connais quelqu'un, un investigateur privé, ancien policier, discret, efficace. Il s'appelle David Mercier. Il va vous aider à collecter des preuves. Quel genre de preuves? Enregistrement audio, échange de messages, preuves des paiements au Dr Arnaud, documents falsifiés, emails entre Juliette, Étienne et Beaumont, tout ce qui prouvera la conspiration. Il m'a tendu la carte. Mais Madame Moreau, je dois être claire. Cela veut dire jouer un rôle. Continuez à agir comme la vieille dame confuse qu'il pense que vous êtes et il pense que vous êtes. Les laisser se rapprocher, leur donner assez de cordes pour se pendre. L'idée me rendait malade. Continuez à sourire à mon fils. Continuez à servir le thé à Juliette. Prétendre que je ne savais rien pendant qu'il planifiait ma destruction. Mais l'alternative, les laisser gagner, je le ferai, j'ai dit. Laurent a hoché la tête. Je vais contacter David aujourd'hui. En attendant, vous devez faire 3 choses. 1. Ne changez rien à votre routine. 2. Ne mentionnez ceci à personne. Absolument personne. 3. Si Étienne ou Juliette demandent à voir vos documents, des papiers à signer, quoi que ce soit, vous trouvez une excuse et vous m'appelez immédiatement. Il m'a tendu sa carte avec son numéro de portable écrit au dos. Mon téléphone est allumé 24 heures sur 24 pour vous.
Vous n'êtes plus seule dans cette bataille, Madame Moreau. » Pour la première fois depuis la gifle, j'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de soulagement. Quelqu'un me croyait, quelqu'un était de mon côté. « Merci », j'ai chuchoté. « Ne me remerciez pas encore. » Laurent a souri. « Remerciez-moi quand on les verra tous en prison. » Je suis rentrée chez moi à 11h30. L'appartement était exactement comme je l'avais laissé, silencieux, baigné de lumière d'octobre, rempli de 43 ans de souvenirs. Mais maintenant, il me semblait différent, comme si chaque objet, chaque photo, chaque livre portait le poids de la trahison. J'ai préparé du thé. Mes mains ne tremblaient plus. À 14h15, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. « Madame Moreau, c'est David Mercier. Maître Delorme m'a briefé. Je peux passer vous voir demain matin à 9h? » « Oui, » j'ai répondu. « Parfait. Apportez tout ce que vous avez. Nom, date, adresse, numéro de téléphone. On va construire un dossier en béton. » Il a marqué une pause. « Et madame, Laurent m'a parlé de la gifle. Personne ne mérite ça. On va les faire payer. » Le lendemain matin, mercredi 16 octobre, David Mercier s'est présenté à ma porte à 9h précises. C'était un homme dans la cinquantaine, cheveux poivre et selles coupées court, costume gris discret, regard perçant d'ancien flic qui avait tout vu. Il a refusé le café et a sorti un iPad et un carnet. On a du travail. Commençons par les baises. Pendant 2 heures, nous avons tout passé en revue. Il m'a demandé les noms complets, les adresses, les numéros de téléphone d'Étienne, Juliette, Dr. Arnaud, notaire Beaumont. Il m'a demandé où il travaillait, où il vivait, quelle voiture il conduisait, quelle banque ils utilisaient. Votre fils a des dettes. Vous avez dit 150 000? C'est ce que Juliette a mentionné. David a noté. Je vais vérifier. Si c'est vrai, ils sont désespérés. Les gens désespérés font des erreurs. Il a levé les yeux. Maintenant, la partie délicate. Pour obtenir des preuves solides, on doit enregistrer leur conversation. Vous êtes d'accord? Comment? Il a sorti de son sac un petit appareil noir, pas plus grand qu'une clé USB. Enregistreur vocal activé par la voix. Autonomie de 48 heures. Vous le placez dans votre salon, caché derrière des livres, sous un meuble. Quand ils viennent, il enregistre automatiquement. Mon cœur battait vite. C'est légal? En France, vous avez le droit d'enregistrer des conversations dans votre propre domicile si vous êtes présente. Techniquement, oui. C'est légal, et même si ça ne l'était pas... Il a souri froidement. Vous pensez qu'un juge va ignorer des preuves de tentative de fraude et d'abus sur une personne âgée? J'ai pris l'appareil. Il était froid et léger dans ma paume. Un si petit objet. Qui allait détruire la vie de mon fils? Quand viennent-ils la prochaine fois? David a demandé. Étienne a dit qu'il passerait samedi après-midi, avec Juliette. Parfait. Placez l'enregistreur vendredi soir. Laissez-le tourner. Dimanche, appelez-moi et je viendrai le récupérer. Après son départ, je suis restée assise avec le petit appareil noir dans ma main pendant 1 heure. Je pensais à Étienne enfant, à ses rires, à ses câlins, à la façon dont il disait « Maman » en rentrant de l'école. Puis je pensais à la gifle, à Juliette riant en planifiant mon enfermement. À mon fils disant « Et si elle résiste ?» comme si j'étais un obstacle à éliminer. Mes doigts se sont refermés sur l'enregistreur. Le vendredi soir, à 22h, j'ai glissé l'appareil derrière les œuvres complètes de Victor Hugo sur l'étagère du salon, exactement où Étienne et Juliette s'asseyaient toujours. Puis, j'ai attendu. Le samedi 19 octobre, à 15h, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte avec mon plus beau sourire de vieille dame confuse. « Étienne! Juliette! Quelle surprise! » Juliette m'a embrassée sur les 2 joues. Son parfum, Chanel et un Dej 5 à 150 le flacon, me donnant la nausée. « Belle maman, on voulait juste passer vous voir. Vous nous avez manqué. » Menteuse. Nous nous sommes installés au salon. J'ai servi du thé et des madeleines. Nous avons parlé de la météo, du nouveau restaurant qu'ils avaient essayé, de leur voyage à Bali prévu pour janvier,
Et pendant tout ce temps, l'enregistreur tournait. « Maman, Étienne a commencé après 20 minutes, on voulait te parler de quelque chose d'important. »« Oui, mon chéri? Tu sais, tu vieillis, c'est normal, mais on s'inquiète pour toi. » Sa voix était si douce, si fausse. « Tu oublies des choses, le gaz, les rendez-vous. L'autre jour, tu m'as appelé 3 fois pour me poser la même question. Un autre mensonge. Je ne l'avais pas appelé depuis le mariage. »« C'est vrai? » J'ai fait semblant d'être confuse. « Je ne me rappelle pas. Tu vois? » Juliette est intervenue, posant sa main manucurée sur mon genou. « C'est exactement ce qu'on dit. Tu ne te rappelles pas. Ce n'est pas de ta faute, belle maman. C'est juste l'âge. »« Qu'est-ce que vous proposez? » J'ai demandé doucement. Étienne a échangé un regard avec Juliette, un regard que j'ai vu et qui m'a glacé le sang. « On pense que tu devrais voir un médecin, » il a dit, « un spécialiste, pour vérifier ta mémoire, juste par précaution. »« Quel médecin? » ?»« J'ai un ami, Dr. Arnaud, excellent neurologue. Il pourrait te faire des tests. Rien de grave, juste pour s'assurer que tout va bien. Dr. Marc Arnaud, celui qui était prêt à falsifier mon diagnostic. »« D'accord. » J'ai dit avec un sourire de vieille dame obéissante. « Si tu penses que c'est nécessaire. » Le soulagement sur leur visage était palpable. « Merci, maman. » Étienne a dit, me serrant dans ses bras. « Tu verras, tout ira bien. On prend soin de toi. » Après leur départ, j'ai attendu 10 minutes, puis j'ai récupéré l'enregistreur. Mes mains tremblaient en le tenant. Le dimanche matin, David Mercier est venu le chercher. Il a branché l'appareil sur son ordinateur portable dans ma cuisine et a mis des écouteurs. Je l'ai regardé écouter. Son visage est devenu de plus en plus dur. À un moment, il a serré les poings si fort que ses jointures ont blanchi. Quand il a fini, il a enlevé les écouteurs et m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la rage pure. « On les tient », il a dit simplement. « On les tient par les couilles et on ne va pas lâcher. » Mais ce que j'ignorais encore, c'est que l'enregistrement révélait quelque chose de bien pire que ce que j'avais entendu le dimanche du coq au vin, quelque chose qui allait transformer ma tristesse en furie absolue. David a rembobiné l'enregistrement. « Écoutez, à partir de là. » Ça commence 3 minutes après votre départ aux toilettes. Il a appuyé sur play. J'ai entendu la voix de Juliette, plus basse maintenant, presque un chuchotement. « Tu crois qu'elle a avalé le coup du médecin? » Évidemment. La voix d'Étienne. « Mon fils, elle est tellement naïve. Elle croit encore que je suis son petit garçon parfait. » Des rires. Il riait. « Arnaud va faire le diagnostic demain. » Juliette a continué. « J'ai confirmé avec lui ce matin. Il va noter signes précoces de démence sénile, perte de mémoire progressive, confusion temporelle, risque de danger pour elle-même. Ça suffit pour le dossier. » Et Beaumont? Beaumont a déjà préparé les papiers de tutelle. Dès qu'on a le diagnostic médical, on file au tribunal. Le juge Cartier est un ami de Pierre. Il dit que ça prendra maximum 15 jours ouvrables pour l'interdiction complète. Mon sang s'est glacé. 15 jours. Dans 15 jours, je perdrai tous mes droits. Mais ce n'était pas fini. La voix d'Étienne a repris. Et ce qu'il a dit m'a donné envie de mourir. Tu sais ce qui est drôle? Elle m'a tout donné. Tout. L'école, l'université, mon premier appartement. Elle a travaillé comme une esclave pendant 40 ans pour que je ne manque de rien. Et maintenant, elle va finir dans un mouroir à manger de la purée pendant que moi je vis de son argent. C'est de sa faute, Juliette a répondu, sa voix dure comme du fer. Si elle avait été intelligente, elle aurait gardé quelque chose pour elle, mais non. Les femmes de cette génération, elles se sacrifient et après, elles pleurent. Qu'elles pleurent. Moi, j'ai pas l'intention de finir pauvre et pathétique comme elle. Un silence. Puis la voix d'Étienne, plus basse encore. Combien tu penses qu'elle va durer à Marseille, hein? Dans la maison médicalisée? Juliette a réfléchi. 2 ans, maximum 3. À son âge, avec le chagrin de tout perdre, le cœur lâche vite. Bien, Étienne a dit, juste ce mot. Bien. David a arrêté l'enregistrement. Je fixais le mur de ma cuisine, incapable de bouger, incapable de respirer.
Mon fils venait de calculer combien de temps je mettrais à mourir de chagrin. « Madame Morrow? » La voix de David semblait venir de très loin. « Vous m'entendez? » Je me suis levée mécaniquement. Je suis allée aux toilettes. Et là, penchée au-dessus de la cuvette, j'ai vomi tout ce que contenait mon estomac. Encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste que de la bile amère. Quand je suis revenue dans la cuisine 10 minutes plus tard, le visage pâle et les jambes tremblantes, David m'a tendu un verre d'eau. « Je suis désolée que vous ayez dû entendre ça. » Il a dit doucement. « Ne soyez pas désolée. » J'ai répondu, et ma voix était si froide que même moi je ne l'ai pas reconnu. Je devais savoir qui il est vraiment. Maintenant, je sais. David a hoché la tête. Avec cet enregistrement, on a la preuve de la conspiration. Mais on a besoin de plus. On a besoin de prouver les paiements à Arnaud, les documents falsifiés de Beaumont, l'étendue réelle de leurs dettes. Je vais creuser. Combien de temps? 2 semaines, peut-être 3. Ils ont dit qu'Arnaud ferait le diagnostic demain. Quand il vous contactera, vous irez. Vous passerez les tests et vous serez brillante. Vous allez prouver que vous êtes en parfaite santé mentale. Ça va contredire leur faux rapport. Et s'ils se méfient, ils ne se méfieront pas. David a souri froidement. Ils vous pensent stupide et faible. C'est leur plus grosse erreur. Le lundi 20 octobre à 11h30, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Madame Morrow, ici le cabinet du Dr Marc Arnaud, neurologue. Votre fils a pris rendez-vous pour vous. Pouvez-vous venir demain, mardi, à 14h? Oui, j'ai dit avec ma voix de vieille dame confuse. J'y serai. Le lendemain, je me suis présentée à la clinique Saint-Jean, boulevard des Belges, un bâtiment moderne de verre et d'acier qui sentait l'argent et l'antiseptique. Dr Arnaud m'a reçu dans un bureau au 4e étage avec vue sur le Rhône. C'était un homme dans la cinquantaine, bedonnant, avec des lunettes sans monture et un sourire commercial. Il m'a fait passer une série de tests, compter à rebours, dessiner une horloge, mémoriser des mots, répondre à des questions sur la date et le lieu. J'ai tout réussi parfaitement, chaque test, chaque question. À un moment, j'ai vu la frustration traverser son visage. « Vous allez très bien, Madame Morrow », il a dit finalement, mais son ton était mécontent. « Je vais rédiger un rapport pour votre fils. »« Merci, docteur », j'ai dit avec un sourire innocent. Dès que je suis sortie de la clinique, j'ai appelé David. Il est contrarié, j'ai rapporté. Je pense qu'il s'attendait à ce que j'échoue. Parfait. Laissez-le écrire son faux rapport. On utilisera les résultats réels des tests et son faux diagnostic comme preuve de fraude médicale. Il va perdre sa licence et faire de la prison. Les jours suivants, David a travaillé comme un démon. Il m'appelait chaque soir pour me briefer. Mercredi, 23 octobre, j'ai confirmation des dettes d'Étienne. Ce n'est pas 150 000, c'est 125 000. Jeudi 24 octobre, j'ai trouvé les paiements. Juliette a viré 5 000 à Dr Arnaud le 15 octobre. Depuis un compte offshore aux îles Caïmans. Elle est plus maligne qu'on pensait. Vendredi 25 octobre, Beaumont a préparé les documents de tutelle datés du 10 octobre, 5 jours avant que vous passiez les tests médicaux. Ça prouve la préméditation. Chaque révélation était un coup de poignard, mais je ne pleurais plus. Je prenais des notes, je posais des questions, je me préparais. Le samedi 26 octobre, Laurent Delorme m'a convoqué à son cabinet pour un briefing complet. David était là aussi, avec 3 dossiers épais sur la table. Madame Morrow, Laurent a commencé. Voici ce que nous avons. Dossier 1. Enregistrement audio prouvant la conspiration. Dossier 2. Preuves financières des paiements et des dettes. Dossier 3. Documents falsifiés et communication entre les conspirateurs. Il a ouvert le premier dossier. À l'intérieur, il y avait des transcriptions dactylographiées, des conversations avec des passages surlignés en jaune. Page 3, ligne 16, Laurent a lu. Elle va finir dans un mouroir à manger de la purée pendant que moi, je vis de son argent. Signé Étienne Morrow, votre fils. Page 8, ligne 22, il a continué.
Combien tu penses qu'elle va durer à Marseille? 2 ans, maximum 3. Le cœur lâche vite. Conspiration avec circonstances aggravantes. Attente de décès. Chaque phrase était pire que la précédente. Laurent a ouvert le deuxième dossier. Ici, nous avons les relevés bancaires. Juliette Moreau, née Girard, a effectué les virements suivants. 5 000 au Dr Marc Arnaud le 15 octobre 2024, Euro 1100 au notaire. Pierre Beaumont le 10 octobre 2024 au 1200 à la société Easy Move le 12 octobre 2024. Easy Move? J'ai demandé. Une entreprise de déménagement spécialisée dans les maisons médicalisées, David a expliqué. Ils avaient déjà réservé une place pour vous à la résidence Les Oliviers à Marseille. Chambre simple, soins de base, 2800 par mois, payé d'avance pour 3 mois. Mon Dieu, ils avaient déjà réservé ma prison. Troisième dossier, Laurent a poursuivi. Communications électroniques. Il a sorti une pile d'emails imprimés. J'ai reconnu l'adresse de Juliette en haut de la première page. Email 1, 8 octobre 2024, 23h47 de juliette.girard.m@gmail.com. Pierre.Beaumont, notaire H1 Orange. Objet. Dossier urgent. Pierre, on en a discuté. La vieille devient un problème. Étienne est trop mou pour agir. J'ai besoin des papiers de tutelle et prêts pour fin octobre dernier délai. Le médecin est OK pour le diagnostic. Combien tu veux? J'ai Laurent à tourner la page. Email 2, 9 octobre 2024, 08h12. 2. Pierre Beaumont, notaire Orange. FRA, Juliette.Girard, gmail.com. Objet, dossier urgent. Juliette pour un dossier de ce genre avec mes arrangements habituels. Étoignez-moi ça. La moitié maintenant, la moitié après le jugement. Je connais le juge Cartier. Il ne pose pas de questions. Bébé, comment vous avez obtenu ça? J'ai demandé, choqué. David a eu un sourire énigmatique. Disons que Juliette utilise le même mot de passe pour tous ses comptes et que ce mot de passe était prévisible. Laurent a continué à tourner les pages. Il y avait des dizaines d'emails, tous aussi cruels, tous aussi calculés. Email 12, 14 octobre 2024, 19h, Tommy Sanki de Juliette Girard, gmail.com à Étienne.Moreau, architecte Lyon, FR Objet, Timeline Chérie, Arnaud, fait le faux diagnostic le 22-10. Beaumont file les papiers au tribunal le 23-10. Jugement prévu 5-11. Quartier confirmé. Vente à part lancée immédiatement après. On devrait avoir l'argent fin novembre. Les créanciers arrêtent de nous harceler. Ta mère est à Marseille mi-novembre. On est à Bali pour Noël. Tout roule. Arrête de stresser. Je t'aime. G. Je fixais l'email. Incapable de détacher mes yeux de cette phrase, ta mère est à Marseille mi-novembre, comme si j'étais un colis à expédier, un problème à résoudre, une chose à éliminer. Il y a plus, David a dit doucement, sortant un autre document. J'ai trouvé ça dans les archives du notaire Beaumont. Il a été moins prudent avec ses dossiers papier. C'était un contrat de vente, pour mon appartement, daté du 11 octobre 2024. Attendez, j'ai dit, la tête me tournant. Le 11 octobre, mais je n'ai jamais... Exactement, Laurent a coupé. Vous n'avez jamais signé, mais regardez la signature en bas. J'ai regardé, c'était ma signature, parfaite, identique à la mienne. Ils l'ont falsifiée, j'ai murmuré. Ils l'ont falsifiée, David a confirmé. Probablement à partir des documents que vous avez signés précédemment, lettres, cartes, n'importe quoi. Ils ont pratiqué et ils ont vendu votre appartement avant même que vous soyez déclaré inapte. Le prix de vente, 465 000. L'acheteur, SCI Bellecour Investissement. J'ai vérifié la SCI, David a continué. Le gérant est Franck Girard, le père de Juliette. Tout s'est connecté dans ma tête comme un coup de fouet. Attendez, son propre père, Laurent a confirmé. Ils allaient vendre votre appartement à la société du papa pour 465 000.
Mais en réalité, c'était juste un transfert. Papa revendrait plus tard pour le vrai prix du marché, probablement 150 000 ou plus, et il partagerait en les profits. Pendant ce temps, vous auriez été déclaré inapte, donc incapable de contester. C'était un complot familial, une conspiration à plusieurs niveaux impliquant son fils, sa belle-fille, son beau-père par alliance, un médecin corrompu et un notaire véreux. Combien de personnes? J'ai demandé, ma voix tremblante. Laurent a compté sur ses doigts. Étienne, Juliette, Dr Arnaud, notaire Beaumont, Franck Girard, le juge Cartier. On n'a pas encore de preuves directes contre lui, mais son nom apparaît trop souvent pour être innocent. Ça fait 6 personnes. 6 personnes qui ont conspiré pour vous voler, vous enfermer et attendre que vous mouriez. Le silence dans le bureau était si profond que j'entendais le tic-tac de l'horloge murale. Chaque seconde semblait durer une éternité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai finalement demandé. Laurent et David se sont regardés. Quelque chose a passé entre eux. En Dieu, une compréhension tacite. On les détruit. Laurent a dit simplement. Tous. Complètement. Sans pitié. Il a sorti un nouveau dossier, celui-ci rouge. Voici le plan. Phase 1. Vous allez voir un vrai neurologue. Pas Arnaud. Le docteur Sophie Renaud, à l'hôpital Édouard Herriot. Je l'ai déjà contactée. Elle va vous faire passer une batterie complète de tests cognitifs. Des tests sérieux. Et vous allez réussir avec mention très bien, ce qui contredira formellement le faux diagnostic d'Arnaud. Phase 2. David a pris le relais. Je continue à surveiller leur communication. Chaque email, chaque SMS, chaque appel, on construit un dossier si solide qu'aucun avocat de la défense ne pourra le contester. Phase 3. Laurent a repris. Vous allez continuer à jouer votre rôle. La vieille dame confuse. Vous allez même signer quelques papiers s'ils insistent. Mais rien d'important. Juste assez pour qu'ils se sentent en sécurité. Qu'ils baissent leur garde. Et phase 4? J'ai demandé. Laurent a souri, un sourire froid et dangereux. On les convoque tous, Étienne, Juliette, Arnaud, Beaumont. Dans un lieu neutre. Prétexte officiel, signature finale des documents de tutelle. Sauf que quand ils arriveront, ils ne trouveront pas des documents. Ils trouveront la police. Mon cœur battait si fort que je sentais le pouls dans mes tempes. Quand? Début novembre. Ça nous laisse 2 semaines pour finaliser tout. Le 5 novembre, spécifiquement. C'était la date prévue pour le jugement de tutelle, selon l'email de Juliette. On va utiliser leur propre calendrier contre eux. Et mon argent, j'ai demandé, les 3 et 5 millions. Ils ne peuvent pas y toucher, n'est-ce pas? Absolument pas, Laurent a assuré. Les fonds sont au Luxembourg et en Suisse. Juridiction étrangère. Même s'ils avaient réussi à vous faire déclarer inapte en France, ils n'auraient jamais pu accéder à ces comptes sans les codes spécifiques. Codes que seuls vous et les banques connaissez. David a ajouté. Mais pour plus de sécurité, je suggère qu'on contacte les banques maintenant, qu'on leur explique la situation, qu'on place un flag sur vos comptes, aucune transaction sans votre présence physique et 2 pièces d'identité. Comme ça, même dans le pire scénario imaginable, votre argent reste intouchable. Faites-le, j'ai dit. Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois depuis des semaines. Pas beaucoup, pas profondément, mais j'ai dormi. Parce que pour la première fois depuis la gifle, je ne me sentais plus comme une victime, je me sentais comme une chasseuse. Les 2 semaines suivantes ont été les plus étranges de ma vie. Le jour, je jouais mon rôle. La vieille Renée confuse et docile. Je recevais Étienne et Juliette, je leur servais le thé. J'écoutais leurs mensonges avec des hochements de tête et des sourires vagues. Le mercredi 29 octobre, Étienne m'a apporté des papiers à signer. C'est juste une procuration, maman, pour que je puisse t'aider avec tes factures. Tu sais, au cas où tu oublierais. J'ai fait semblant de lire les documents avec difficulté, fronçant les sourcils comme si les mots dansaient sur la page. En réalité, je lisais chaque ligne avec une clarté cristalline. C'était effectivement une procuration, limitée heureusement, juste pour les comptes courants quotidiens, rien qui leur donnerait accès à mes vrais fonds. Laurent
m'avait dit « Signez les petites choses ». Ça les rassure, mais jamais rien concernant l'appartement ou des comptes importants. Alors j'ai signé, avec une main légèrement tremblante. Parfaite performance. « Merci, maman », Étienne a dit, pliant soigneusement les papiers. « Tu verras, tout va s'arranger. » Le soir, je redevenais moi-même. Je rencontrais Laurent et David. Nous épluchions de nouveaux emails, de nouvelles preuves, de nouveaux détails sordides. Le vendredi, 31 octobre, Halloween. Ironiquement, David est arrivé avec une découverte qui m'a fait l'effet d'un coup de poing. « J'ai trouvé quelque chose », il a dit, son visage grave. Quelque chose de vraiment grave. Il a posé son ordinateur portable sur ma table de cuisine et a ouvert un fichier audio. C'est un appel téléphonique entre Juliette et quelqu'un d'autre. Je l'ai intercepté hier soir. Il a appuyé sur play. La voix de Juliette, claire et nette. « Donc le plus tôt sera le mieux. Les médicaments que tu m'as donnés, combien de temps ils mettent à agir? » Une voix d'homme que je ne reconnaissais pas. Ça dépend du dosage. Avec ce que je t'ai donné, si tu mets ça dans son thé tous les jours pendant 2 semaines, elle va commencer à avoir des vertiges, des confusions, des pertes d'équilibre. Ça ressemblera à une progression naturelle de démence. Parfait. Et aucun risque qu'on le détecte, c'est du diazépam et de l'halopéridol à faible dose. Dans le corps d'une femme de son âge, ça se confond avec les médicaments normaux pour l'anxiété ou le sommeil. Personne ne cherchera. Tu es sûr? Fais-moi confiance. J'ai fait ça avant. Le silence qui a suivi était chargé d'horreur pure. David a arrêté l'enregistrement. L'homme s'appelle Thomas Mercier, pharmacien radié en 2019 pour trafic de médicaments. Juliette l'a contacté il y a 3 semaines. Je fixais l'ordinateur, incapable de bouger. Elle essayait de me droguer? Elle ne essayait pas. David a corrigé doucement. Elle l'a fait. Le monde a basculé. Quoi? Vous souvenez-vous avoir eu des vertiges ces dernières semaines, des moments de confusion, une fois où vous êtes presque tombé? Je me souvenais. Le 18 octobre, j'avais eu un vertige soudain après avoir bu mon thé du matin. J'avais dû m'asseoir. J'avais pensé que c'était le stress. C'était le lendemain du mariage, j'ai murmuré. Étienne et Juliette étaient passés le matin. Juliette avait préparé le thé pendant que je cherchais des photos à leur montrer. Exactement, David a dit. Elle a commencé à vous droguer immédiatement après le mariage, pour créer des symptômes que Dr. Arnaud pourrait utiliser dans son faux diagnostic. La rage qui m'a traversée à ce moment-là était si intense que j'ai vu rouge, littéralement. Ma vision s'est teintée de rouge sur les bords. Elle essayait de me rendre vraiment malade, j'ai dit, ma voix si basse que c'était presque un grondement, pour que leurs mensonges deviennent la vérité. Oui, Laurent a confirmé. Il était arrivé pendant que David parlait. Et c'est une tentative d'empoisonnement. C'est un crime pénal grave. Avec cet enregistrement, Juliette ne va pas faire 2 ans de prison. Elle va en faire 10, minimum. Quelque chose en moi s'est solidifié à ce moment. Quelque chose de dur et de froid comme du diamant. Je veux qu'ils payent, j'ai dit. Tous. Je veux qu'ils perdent tout. Comme ils voulaient que je perde tout. Je veux qu'ils aillent en prison. Je veux que leur nom soit détruit. Je veux qu'ils sachent ce que ça fait d'être trahis par les personnes qu'on aime. Laurent et David se sont regardés. Puis Laurent a hoché la tête. « Alors c'est ce qu'on va faire, mais Madame Moreau, je dois vous prévenir. Quand tout ça sortira, votre nom sera dans les journaux. L'histoire sera publique. Tout Lyon saura ce que votre fils et votre belle-fille ont essayé de vous faire. Êtes-vous prête pour ça? » J'ai pensé à toutes les fois où j'avais gardé le silence, toutes les humiliations que j'avais avalées, toutes les gifles, métaphoriques et littérales, que j'avais encaissées. Laissez-les savoir, j'ai dit. Laissez tout le monde savoir. Je n'ai plus honte. Ce sont eux qui devraient avoir honte. Le lundi 3 novembre, nous avons eu notre dernière réunion de préparation. Laurent a posé devant moi un document officiel. Citation à comparaître, il a expliqué. Pour Étienne Moreau, Juliette Moreau née Girard, Dr. Marc Arnaud et Maître Pierre Beaumont, date
5 novembre 2024, 14 heures, lieu, cabinet Delorme & Associés, avenue Foch. Objet officiel, finalisation du dossier de tutelle de Madame Renée Moreau. Ils vont venir? J'ai demandé. Oh, ils vont venir. Laurent a souri, parce qu'ils pensent qu'ils ont gagné. Le 5 novembre était leur date de jugement prévue. Ils pensent que c'est la dernière étape avant d'obtenir le contrôle total de vos biens. Ils vont venir avec des sourires et du champagne mental. Et ils vont trouver quoi? Moi? Une nouvelle voix a dit depuis la porte. Je me suis retournée. Une femme en uniforme de police se tenait là. Grande, cheveux courts, regard d'acier. Capitaine Sophie Marchand, brigade financière de Lyon. Elle s'est présentée, me tendant la main. Maître Delorme et Monsieur Mercier m'ont briefé sur votre cas. J'ai examiné les preuves. Madame Moreau, je suis désolée pour ce que vous avez subi. Mais je suis aussi très heureuse de vous dire que nous allons les arrêter tous. Tous? J'ai répété. Tous, elle a confirmé. Étienne Moreau, conspiration pour fraude, falsification de documents, tentative de vol. Juliette Moreau, conspiration, tentative d'empoisonnement, fraude aggravée. Dr. Marc Arnaud, fraude médicale, exercice illégal de la médecine. Pierre Beaumont, complicité de fraude, falsification de documents officiels, corruption. Et nous enquêtons sur Franck Girard et le juge Cartier. Elle a sorti des menottes de sa ceinture et les a posées sur le bureau de Laurent. Le métal a cliqué contre le bois avec un son qui m'a envoyé des frissons dans la colonne. Le 5 novembre, capitaine Marchand a continué, je serai dans la pièce adjacente avec 2 collègues. Quand Maître Delorme donnera le signal, nous entrerons et nous les arrêterons. Tous, devant vous. J'ai regardé les menottes. J'ai imaginé Juliette, avec ses sacs Hermès et son parfum Chanel, menottée comme une criminelle ordinaire. J'ai imaginé Étienne, mon fils, qui avait calculé combien de temps je mettrais à mourir en uniforme de prison. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Un vrai sourire. Parfait, j'ai dit. Le 4 novembre au soir, je n'ai pas dormi. J'étais assise à ma fenêtre, regardant Lyon s'éteindre lumière par lumière. Demain, tout changerait. Demain, je cesserais d'être une victime et deviendrais quelque chose d'autre. Quoi exactement, je ne savais pas encore. Mais j'avais hâte de le découvrir. Le 5 novembre 2024, à 13h30, je suis entrée dans le cabinet Delorme & Associés pour la dernière fois en tant que victime. J'avais choisi mes vêtements avec soin. Pas ma vieille robe bleu marine, pas mes chaussures usées. J'avais acheté un tailleur gris anthracite chez un petit couturier discret rue de la République. Sobre, élégant, cher. Des chaussures neuves à talons bas, mais de bonne qualité. J'avais même été chez le coiffeur la veille. Mes cheveux gris étaient maintenant coupés en un carré moderne, juste au-dessus des épaules. Quand je me suis regardée dans le miroir ce matin-là, j'ai vu quelqu'un que je ne connaissais pas. Une femme de 68 ans, oui, mais une femme avec de l'acier dans les yeux. Une femme qu'on ne giflerait plus jamais. Laurent m'attendait dans son bureau. Il a souri en me voyant. « Madame Moreau, vous êtes magnifique. »« Je suis prête, » j'ai répondu. Il m'a conduite dans la grande salle de conférence. Une table en bois massif, 10 chaises en cuir noir, une fenêtre donnant sur l'avenue Foch où les platanes perdaient leurs dernières feuilles d'automne. Sur la table, il y avait une carafe d'eau, des verres et un dossier rouge. Mon dossier. Capitaine Marchand et ses collègues sont dans la pièce adjacente, Laurent a murmuré, indiquant une porte dérobée camouflée dans la bibliothèque. Caméras et micros sont actifs. Tout sera enregistré. Quand vous serez prête, vous me ferez un signe. Je sortirai prétextant un appel urgent. 3 minutes plus tard, plein tard. La police entre. Compris, j'ai dit. Mon cœur battait vite, mais mes mains étaient immobiles, froides, calmes. À 14 heures précises, la secrétaire a ouvert la porte. « Maître, vos clients sont arrivés. » Étienne est entré le premier. Costume Hugo Boss à 200, cravate Hermès, chaussures italiennes cirées. Il m'a vu et a souri. Ce sourire que je connaissais si bien.
celui qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. « Bonjour, maman. Tu es différente à aujourd'hui. »« Bonjour, mon fils. » J'ai répondu, ma voix neutre. Juliette est entrée derrière lui. Robe Chanel noire et blanche, sac Kelly Hermès à 15 000 au bras, talons Louboutin rouge qui claquaient sur le parquet comme des coups de feu. Elle sentait son Chanel NDJ habituel. L'odeur me donnait maintenant envie de vomir. « Belle maman !» Elle a chantonné, m'embrassant sur les 2 joues. Ses lèvres étaient froides contre ma peau. « Vous avez l'air en forme. Nouvelle coupe? Adorable. » Menteuse. Empoisonneuse. Dr. Arnaud est arrivé ensuite, essoufflé, sa mallette en cuir cognant contre sa jambe. Désolé du retard, un patient urgence. Et enfin, Pierre Beaumont, le notaire. Cheveux gris impeccablement coiffés, costume 3 pièces, mallette Montblanc, l'image même de la respectabilité. « Bon, » il a dit en s'asseyant en bout de table, « commençons. J'ai les documents finaux pour la tutelle de Madame Moreau. » Avec le diagnostic médical du Dr. Arnaud et les évaluations complètes, je pense que nous pouvons procéder rapidement. Laurent s'est assis à côté de moi. Sous la table, j'ai senti sa main presser brièvement la mienne. Du courage, de la force. Avant de commencer, Laurent a dit calmement, j'aimerais clarifier quelques points. Beaumont a froncé les sourcils. Quel point? Tout est en ordre. Justement, Laurent a souri. Ce sourire de prédateur. Parlons de l'ordre. Dr. Arnaud, vous avez examiné Madame Moreau le 22 octobre, c'est exact? Oui, Arnaud a répondu, mal à l'aise. Test standard. Résultats. Préoccupant? Préoccupant comment? Perte de mémoire. Confusion temporelle, incapacité à effectuer des tâches simples, signe classique de démence précoce. Laurent a hoché la tête lentement. Fascinant. Parce que voyez-vous, j'ai ici les résultats d'une autre évaluation, celle du Dr. Sophie Renaud, neurologue en chef à l'hôpital Édouard Herriot. Elle a examiné Madame Moreau le 28 octobre, 6 jours après vous. Il a sorti un document et l'a posé sur la table. J'ai vu Arnaud pâlir. Selon le Dr. Renaud, Laurent a lu à haute voix, Madame Renée Moreau, 68 ans, présente des capacités cognitives excellentes. Score de 30-30 au MMSE. Mémoire à court et long terme intacte. Orientation temporelle et spatiale parfaite. Aucun signe de démence ou de déclin cognitif. Patiente en pleine possession de ses moyens mentaux. Le silence dans la pièce était assourdissant. Alors, Laurent a continué, son ton toujours poli, mais avec une pointe d'acier. J'ai une question simple. Comment une patiente peut-elle avoir une démence sévère le 22 octobre et être parfaitement saine 6 jours plus tard? C'est un miracle médical. Docteur Arnaud? Arnaud transpirait maintenant. Des gouttes perlaient sur son front. Il doit y avoir une erreur dans mon évaluation. Parfois, les symptômes fluctuent. Les symptômes ne fluctuent pas de démence sévère à cognition parfaite en 6 jours, Laurent a coupé, à moins que les premiers symptômes n'aient jamais existé. Étienne est intervenu, sa voix tendue. « Qu'est-ce que vous insinuez? » « Je n'insinue rien, » Laurent a répondu calmement. « Je constate des faits. Fait numéro 1, le diagnostic du Dr. Arnaud est faux. Fait numéro 2, Maître Beaumont a préparé des documents de tutelle datés du 10 octobre, 12 jours avant l'examen médical. N'est-ce pas inhabituel de préparer des documents légaux avant même d'avoir un diagnostic? Beaumont a ouvert la bouche, puis l'a refermée, comme un poisson hors de l'eau. Et puis, Laurent a continué, sortant plus de documents du dossier rouge, il y a ses contrats de vente pour l'appartement de Madame Moreau, signé prétendument par elle le 11 octobre. Il a fait glisser les papiers vers le centre de la table. Juliette a fixé les documents, son visage perdant toute couleur. Le problème, Laurent a poursuivi, c'est que Madame Moreau n'a jamais signé ces documents, n'est-ce pas, Madame Moreau? Tous les regards se sont tournés vers moi. C'était mon moment. J'ai respiré profondément, puis j'ai parlé. Ma voix était claire, ferme, sans tremblement. Non, je n'ai jamais signé ces documents. Et je n'ai jamais autorisé la vente de mon appartement. Maman
Étienne a commencé, sa voix devenant suppliante. « Tu es confuse. Tu ne te rappelles pas? » « Je me rappelle parfaitement, » j'ai coupé. Et cette fois, j'ai laissé la rage transparaître dans ma voix. « Je me rappelle de tout, Étienne. Tout. » J'ai ouvert mon sac à main. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur play. La voix de Juliette a rempli la pièce, claire comme du cristal. Le médecin a déjà accepté. Avec le rapport de démence, l'interdiction sort vite. Après, on vend l'appartement, on paye les dettes et on est libre. Puis la voix d'Étienne. « Et si elle résiste ?» Et Juliette, riant. « Elle ne résistera pas. C'est une vieille femme faible. » J'ai regardé le visage de mon fils devenir couleur cendre. J'ai regardé Juliette se lever brusquement. Sa chaise tombant derrière elle. « C'est illégal !» Elle a bégayé. « Vous ne pouvez pas enregistrer dans ma propre maison ?» J'ai demandé, ma voix maintenant froide comme l'hiver. « Aussi, je peux. » Et j'ai tout enregistré. Chaque conversation, chaque mensonge, chaque plan pour me voler. J'ai appuyé à nouveau. Un autre enregistrement. La voix d'Étienne. « Tu sais ce qui est drôle? Elle m'a tout donné. Tout. Et maintenant, elle va finir dans un mouroir à manger de la purée pendant que moi, je vis de son argent. » Juliette. « Combien tu penses qu'elle va durer à Marseille? 2 ans, maximum 3. Le cœur lâche vite. » Étienne. « Bien. » J'ai arrêté l'enregistrement. Le silence qui a suivi était si total que j'entendais la respiration paniquée de Juliette. « Par 37 ans, j'ai commencé. Ma voix tremblante maintenant, mais pas de peur, de rage pure. J'ai été ta mère, Étienne. Par 37 ans, j'ai économisé chaque centime pour que tu ne manques de rien, de rien. Par 37 ans, j'ai mis tes besoins avant les miens. Et toi, tu as calculé combien de temps je mettrais à mourir de chagrin. Des larmes coulaient maintenant sur mon visage, mais je ne les essuyais pas. Je voulais qu'il les voie. Je voulais qu'il sache ce qu'il m'avait fait. Étienne a essayé de me toucher. « Maman, je suis désolée, Ne me touche pas !» J'ai sifflé, reculant si violemment que ma chaise a grincé. « Tu as perdu le droit de me toucher le jour où tu m'as regardé me faire gifler sans dire un mot. » J'ai sorti plus de documents du dossier rouge, des impressions d'email, des relevés bancaires, des photos. « Vous vouliez mon appartement, » j'ai dit, ma voix devenant plus forte. « Vous vouliez me faire déclarer folle. Vous vouliez m'enfermer à Marseille pendant que vous viviez de mon argent. Et vous pensiez que j'étais trop stupide, trop faible, trop vieille pour me défendre. » J'ai regardé directement Juliette, mais ce que tu ne savais pas, Juliette, c'est que je ne suis pas pauvre. J'ai sorti les derniers documents, mes relevés bancaires, les vrais. Banque Populaire Luxembourg, compte numéro 457 200 J'ai posé le premier relevé sur la table. Crédit Suisse Genève, compte numéro 866 350 000, deuxième relevé. UBS Zurich, compte numéro 33458, 950 000, troisième relevé. Total, 300 000. J'ai regardé leur visage. La bouche de Juliette était grande ouverte. Étienne avait l'air d'avoir été frappé par un camion. Arnaud et Beaumont fixaient les documents comme s'ils étaient des serpents venimeux. 3,5 millions d'euros, j'ai répété. Héritage de mon mari Robert, gardé secret pendant 15 ans, et vous n'allez pas en voir un seul centime. C'était le moment. J'ai regardé Laurent. Il a hoché la tête imperceptiblement. Mais ce n'est pas le pire, j'ai continué, sortant le dernier document. Le pire, c'est que tu as essayé de m'empoisonner, Juliette. J'ai mis la transcription de l'appel téléphonique sur la table. Le nom de Thomas Mercier surligné en jaune fluo. Diazépam et haloperidol, j'ai lu. Pour me rendre confuse, pour créer de vrais symptômes que ton faux médecin pourrait utiliser, tu as mis ça dans mon thé. Pendant des semaines. Tu as essayé de me rendre vraiment malade pour que vos mensonges deviennent la vérité. Juliette reculait maintenant, cherchant la porte. Je ne... C'était pas... Arrête! Une voix a dit depuis la porte de la bibliothèque. Tout le monde s'est retourné. Capitaine Sophie Marchand est entrée.
flanqués de 2 officiers en uniforme. Leurs pas résonnaient sur le parquet comme des coups de marteau. Juliette Moreau, née Girard, capitaine Marchand, a dit, sa voix officielle et froide, « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'empoisonnement, conspiration pour fraude, falsification de documents et tentative d'extorsion sur personnes vulnérables. » Elle a sorti des menottes. « Étienne Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration pour fraude, complicité de falsification et tentative de vol aggravé. » Un deuxième officier s'est avancé vers mon fils. « Docteur Marc Arnaud, vous êtes en état d'arrestation pour fraude médicale, faux diagnostic et exercice illégal de la médecine. Pierre Beaumont, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de fraude, falsification de documents officiels et corruption. » Le bruit des menottes se fermant sur leurs poignets était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Clic, 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 clic. 4 fois. 4 personnes qui avaient conspiré pour détruire ma vie. Maintenant, menottés comme des criminels ordinaires. Juliette criait. « C'est un piège. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des droits. » « Vous avez le droit de garder le silence. » Capitaine Marchand a répondu calmement. « Je suggère que vous l'utilisiez. » Étienne me regardait, des larmes coulant sur son visage. « Maman, s'il te plaît, je suis ton fils. » Je me suis levée. Je me suis approchée de lui. J'ai regardé ce visage que j'avais tant aimé, ce visage qui ressemblait tant à celui de Robert. « Mon fils est mort, » j'ai dit doucement, le jour où il a décidé que l'argent valait plus que sa mère. Je me suis tournée vers Capitaine Marchand. « Emmenez-les !» Ils ont été traînés hors du bureau. Juliette hurlait encore. Étienne sanglotait. Arnaud marmonnait des excuses pathétiques. Beaumont gardait un silence glacial, déjà en train de calculer sa défense. La porte s'est fermée derrière eux, et soudain, la pièce était silencieuse, vide. Juste Laurent, David, qui était entré discrètement pendant les arrestations, et moi. Je me suis assise. Mes jambes ne me tenaient plus. « C'est fini ?» j'ai demandé, ma voix tremblante. « C'est fini », Laurent a confirmé. Le procureur a toutes les preuves, les enregistrements, les documents, les témoignages. Ils vont plaider coupables ou ils vont perdre au procès. Dans tous les cas, ils vont en prison. Pour combien de temps? Laurent et David ont échangé un regard. Juliette, David a dit, avec la tentative d'empoisonnement et les circonstances aggravantes, victime âgée, préméditation, elle risque 8 à 12 ans. Étienne, 6 à 10 ans. Arnaud va perdre sa licence à vie et faire 5 à 8 ans. Beaumont, la même chose. 8 ans, 10 ans, 12 ans. Des années où il serait enfermé, des années où il perdrait tout, des années où il saurait ce que ça fait d'être impuissant. Je devrais me sentir satisfaite, victorieuse. Mais tout ce que je ressentais était une fatigue immense. Comme si toute l'énergie qui m'avait soutenue pendant ces semaines venait de me quitter d'un coup. « Rentrez chez vous, Madame Moreau », Laurent a dit gentiment. « Reposez-vous, on s'occupe du reste. » David m'a raccompagnée en voiture. Nous n'avons pas parlé. Quand je suis entrée dans mon appartement rue Garibaldi, il était exactement 17h15. J'ai enlevé mes chaussures neuves. J'ai accroché mon tailleur gris. J'ai mis ma vieille robe de chambre confortable. Et là, dans le silence de mon appartement, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la mère que j'avais été. J'ai pleuré pour le fils que j'avais perdu. J'ai pleuré pour les 37 ans d'amour qui s'étaient révélés être un mensonge. Mais quelque part, au milieu de mes larmes, j'ai aussi ressenti quelque chose d'autre, du soulagement, de la fierté, de la force. Je les avais battus, tous, complètement, et j'étais encore debout. 6 mois plus tard, mai 2025, le soleil de printemps brillait sur le parc de la Tête d'Or quand j'ai poussé la grille en fer forgé. Les roses étaient en pleine floraison, remplissant l'air d'un parfum doux et entêtant. Des enfants couraient près du lac, leur rire porté par la brise tiède de mai. Je marchais lentement, appréciant chaque pas, chaque respiration. J'étais différente maintenant, pas seulement à l'intérieur, à l'extérieur aussi. Mes cheveux gris étaient maintenant coupés courts,
avec quelques mèches teintées d'un châtain doux qui adoucissait mon visage. Je portais un pantalon en lin beige, un chemisier blanc simple mais de bonne qualité et des chaussures de marche confortables. Mes lunettes avaient une nouvelle monture moderne, rouge foncé, un peu audacieuse pour une femme de 68 ans, m'avait dit l'opticienne avec un sourire. « Parfait », j'avais répondu. Je n'étais plus invisible. Quand je marchais dans les rues de Lyon, les gens me voyaient, pas parce que j'étais spectaculaire ou tape à l'œil, mais parce que je marchais avec la tête haute, les épaules en arrière, le regard droit devant. Je marchais comme quelqu'un qui savait sa valeur. Le procès avait eu lieu en mars 2025. 4 jours au tribunal de grande instance. Les preuves étaient si accablantes que les avocats de la défense avaient à peine essayé de contester. Comment contester des enregistrements audio, des emails, des relevés bancaires, des témoignages de témoins multiples? La salle était pleine. Des journalistes, des voisins, des anciens collègues de l'école où j'avais enseigné. Tout Lyon voulait voir l'affaire Moreau, comme les journaux l'avaient baptisé. Le Progrès avait titré « Une professeure retraitée déjoue le complot de sa famille ». Lyon Mag avait écrit « Elle avait 3,5 millions cachés. Son fils voulait tout lui voler ». France 3 Régions avait même fait un reportage de 7 minutes. Mon visage, flouté à ma demande, était passé aux informations de 20 heures. L'histoire avait choqué la France entière. Les abus sur personnes âgées, disaient les experts, un problème invisible, des milliers de cas jamais reportés, des enfants qui dépouillent leurs parents, des familles qui se déchirent pour l'héritage. Mais moi, j'avais riposté et j'avais gagné. Les sentences étaient tombées le 18 mars 2025. Juliette Moreau, 10 ans de prison ferme, dont 6 incompressibles. Interdiction d'exercer toute activité financière à vie. Obligation de rembourser 5 000 à Dr Arnaud, considéré comme preuve de corruption, et 50 000 de dommages et intérêts à moitié. Étienne Moreau, 8 ans de prison ferme, dont 5 incompressibles. Interdiction de gérer les biens d'autrui. Obligation de me rembourser 300 000. Le calcul exact de tout l'argent que je lui avais donné depuis 2010, 25 000. Premier appartement, entrée plus travaux. 2012 au 65 000. Études d'architecture. Université plus stages. 2003-2008 au 35 000. Agence d'architecture. Équipement plus loyer. 2015 au 28 000. Voiture plus assurance. 2014-2018 42 000. Presse, jamais remboursé. 2010-2023 au 25 000. Dettes de cartes de crédit payées. 2020-2022, 20 000. Vacances et urgences. Diverses. 2010-2024 total. 3 000 sur 14 ans. Dr Marc Arnaud, 7 ans de prison. Radiation définitive de l'Ordre des médecins. Interdiction d'exercer toute profession médicale à vie. Pierre Beaumont, 6 ans de prison. Radiation du barreau. Interdiction d'exercer comme notaire. Franck Girard, le père de Juliette, avait été arrêté en janvier. Complicité. Il attendait son propre procès. Le juge Cartier faisait l'objet d'une enquête interne. Pas encore d'arrestation, mais sa carrière était terminée. Quand la présidente du tribunal avait lu les sentences, je n'avais rien ressenti, ni joie, ni tristesse, juste une sorte de fermeture. Un chapitre qui se terminait. Étienne avait essayé de me parler après le verdict. Les gardes l'avaient laissé s'approcher, menottes au poignet. « Maman », il avait dit, les yeux rouges et gonflés, « je suis désolé. Je sais que ça ne compte plus, mais je suis désolé. » Je l'avais regardé. Ce garçon que j'avais mis au monde, ce homme que je ne connaissais plus. « Tu as 8 ans pour réfléchir à ce que tu as fait, » j'avais répondu calmement. « Peut-être qu'en sortant, tu seras devenu quelqu'un de meilleur. Tu me pardonneras un jour. » J'avais réfléchi longuement à cette question. « Je ne sais pas, Étienne. Demande-moi dans 8 ans. » Et je m'étais retourné. Je ne l'avais pas regardé être emmené. Maintenant,
Assise sur un banc du parc de la Tête d'Or en ce magnifique jour de mai, je pensais à ce que j'avais construit avec les ruines de ma vie d'avant. En décembre 2024, j'avais créé la Fondation Lumière, du nom de la famille lyonnaise célèbre, inventeur du cinéma, parce que je voulais illuminer les situations sombres. Mission: protéger les personnes âgées victimes d'abus familiaux. Budget initial, 500 000 de mon propre argent. Nous avions ouvert un bureau rue Victor Hugo. 3 employés, un avocat, une assistante sociale et une secrétaire. Plus des dizaines de bénévoles, anciens professeurs comme moi, retraités qui voulaient aider, étudiants en droit cherchant de l'expérience. En 5 mois, nous avions aidé 47 personnes. 47 personnes âgées qui étaient exploitées, volées, abusées par leur propre famille. Nous leur fournissions des avocats gratuits. Nous les aidions à collecter des preuves. Nous les écoutions, nous les croyions. Et nous gagnions. Presque à chaque fois. Ma Sobreña, enfin, ma cousine en réalité, mais je l'avais toujours appelée Sobreña par affection. Élise travaillait maintenant avec moi. Elle avait 42 ans, divorcée, 2 enfants adolescents. Quand elle avait lu mon histoire dans les journaux, elle m'avait appelée en pleurant. « Tante Renée, pourquoi tu ne m'as rien dit? J'aurais pu t'aider. » Je ne voulais impliquer personne, j'avais répondu. Mais maintenant j'ai besoin d'aide. Tu veux te joindre à la fondation? Elle avait démissionné de son travail de comptable le lendemain. Aujourd'hui, elle gérait toute l'administration de Fondation Lumière. Tu sais, elle m'avait dit la semaine dernière, tu ne m'as jamais appelée Sobreña. C'est nièce en portugais, non? J'avais ri. Oui, erreur que j'ai faite il y a des années et que je n'ai jamais corrigée. Mais tu es plus qu'une cousine pour moi, Élise. Tu es la fille de mon cœur. Elle avait pleuré, moi aussi. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de Laurent Delorme. Madame Moreau, bonne nouvelle. Étienne a accepté le plan de remboursement. 3 000 à mois pendant 10 ans après sa sortie de prison, plus les intérêts. Vous récupérerez votre argent. Je n'avais pas besoin de cet argent. J'avais encore 3 millions dans mes comptes, moins les 500 000 donnés à la Fondation. Mais ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de justice, de responsabilité, de comprendre que les actions ont des conséquences. Un groupe de femmes âgées est passé devant mon banc, marchant ensemble, riant. L'une d'elles m'a reconnue. « Madame Moreau, comment allez-vous? » C'était Madame Beauchamp, une des premières personnes que la Fondation avait aidée. Sa fille et son gendre essayaient de lui prendre sa maison. Nous les avions arrêtés. La maison était toujours à elle. « Je vais très bien, Paulette. Et vous? » « Merveilleusement. »« Grâce à vous. On va prendre un café au pavillon. Vous venez? » J'ai souri. « Avec plaisir. » Nous avons marché ensemble vers le petit café au bord du lac. Ces femmes, Paulette, 74 ans, Marguerite, 69 ans, Simone, 72 ans, étaient devenues mes amies. Toutes avaient été trahies par leur famille. Toutes avaient riposté avec notre aide. Toutes avaient survécu. Nous étions des survivantes, des guerrières en cheveux gris et lunettes de lecture. Autour d'un café crème et de tartes aux fraises, nous avons parlé de nos vies, de nos projets, de nos petits-enfants, ceux qui nous aimaient vraiment, qui n'attendaient pas notre mort pour hériter. Vous savez ce qui est drôle, Marguerite a dit en riant. Mes enfants pensaient que j'étais faible, qu'ils pouvaient me manipuler. Et maintenant, ils me supplient de leur pardonner parce que leurs amis ont honte d'eux. Le mien m'a envoyé une lettre de prison, Simone a ajouté. 15 pages d'excuses, je l'ai brûlée. Nous avons toutes ri. Un rire libérateur. Un rire de femmes qui avaient regardé l'abîme et refusé d'y tomber. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, à 19 heures, j'ai ouvert toutes les fenêtres de mon appartement rue Garibaldi. L'air tiède de mai entrait, portant les sons de Lyon, des voix, de la musique, la vie. Je me suis préparé une simple salade niçoise. J'ai ouvert une bouteille de rosé de Provence, pas cher mais bon. J'ai mis Édith Piaf sur ma vieille chaîne stéréo. Et j'ai mangé seul, mais pas solitaire, parce que j'avais appris la différence. La solitude, c'est quand on est entouré de gens qui ne nous aiment pas vraiment. Être seul, c'est choisir sa propre compagnie,
Et j'aimais ma propre compagnie maintenant. Après le dîner, je suis restée à ma fenêtre, regardant les lumières de Lyon s'allumer une par une. La basilique de Fourvière illuminée sur la colline, les immeubles haussmanniens avec leurs fenêtres dorées, les voitures passant sur les quais du Rhône. Cette ville, ma ville, où j'avais été humiliée, où j'avais été trahie, où j'avais été giflée et où j'avais survécu, où j'avais riposté, où j'avais gagné. Je pensais à la gifle maintenant. Ce moment, au mariage d'Étienne, il y avait 6 mois. La main de Juliette contre mon visage. Le bruit sec. La honte brûlante. Cette gifle avait réveillé quelque chose en moi. Quelque chose que je ne savais pas posséder. De la force, du courage, de la rage justifiée. Ils avaient voulu me détruire. Ils m'avaient transformée en guerrière. Mon téléphone a vibré encore. Un email de la Fondation. Une nouvelle demande d'aide d'Anne, une femme de 75 ans à Villeurbanne. Ses fils essayaient de la faire interner. Histoire familière. Terrible, mais pas sans espoir. J'ai répondu immédiatement. Venez nous voir lundi matin, 9 heures. Apportez tous les documents que vous avez. Nous allons vous aider. Parce que c'était ça, maintenant, ma mission. Ma raison de me lever le matin. Aider d'autres femmes comme moi, leur montrer qu'on peut riposter, qu'on peut gagner, qu'être âgé ne signifie pas être faible. La nuit tombait complètement maintenant. J'ai fermé les fenêtres, tiré les rideaux. Je me suis préparée pour dormir. Dans le miroir de ma salle de bain, j'ai vu cette femme nouvelle. Cheveux courts et modernes. Lunettes rouges audacieuses. Visage sans maquillage, mais avec des rides qui racontaient une histoire, pas de victime, mais de survivante. « Bonne nuit, René », j'ai dit à mon reflet. Et pour la première fois en 50 ans, quand je me suis regardée dans les yeux, j'ai aimé ce que j'ai vu. Ils pensaient que j'étais une vieille femme faible, invisible, exploitable. Ils ont découvert que j'étais une force de la nature. Et si un jour quelqu'un doute de la puissance d'une femme âgée, qu'il écoute mon histoire, celle d'une veuve silencieuse qui a transformé une gifle en révolution, l'humiliation en pouvoir et la trahison en triomphe. Parce qu'à 68 ans, j'ai appris la leçon la plus importante de ma vie. On ne mesure pas la force d'une personne à son âge, à son argent ou à sa position sociale. On la mesure à ce qu'elle fait quand tout le monde pense qu'elle est battue. Et moi, je me suis relevée.